Voilà. Il y a un retard entre... Voilà, comme vous le savez très bien, on peut avoir une atteinte hépatocytaire au niveau hépatique. C'est les hépatocytes qui sont atteintes, donc ils vont sécréter les transaminases. Ça va se traduire par une augmentation des enzymes hépatiques qu'on appelle cétolyse. Vous pouvez avoir une atteinte biliaire à l'excrétion de la bile qui va se traduire par une augmentation de la gamma-glutamyltransférase ou les phosphatases alcalines, comme on peut avoir une augmentation de la bilirubine ou une diminution de l'albumine ou du TP qui traduisent en fait une altération de la fonction de synthèse hépatique, hormis la bilirubine qui peut être élevée en cas de problème d'excrétion de cholestase. Par contre, ce qui est très important à retenir, il n'y a pas que les enzymes hépatiques qui orientent vers une maladie hépatique. Là, il faut faire attention, parce que si vous avez une numération en formule et vous avez une thrombopénie, ça doit vous alerter. Il peut s'agir d'une cirrhose ou d'une hypertension portale. Donc il n'y a pas que les enzymes hépatiques qu'il faut demander pour chercher une maladie hépatique, que ce soit aiguë ou chronique. Voilà. Maintenant qu'il y a la présentation syndromique qu'on va discuter aujourd'hui, il peut s'agir d'un syndrome de cétolyse, comme je l'ai dit, qui traduit par une augmentation des enzymes hépatiques. On parle d'une cétolyse aiguë. Là, c'est un problème de terminologie, parce que de là découlent les étiologies. Les étiologies sont totalement différentes en fonction si on est dans la phase aiguë de la cétolyse ou chronique. Si vous avez une cétolyse aiguë, c'est moins de 10 semaines. C'est arbitraire, mais c'est moins de 6 semaines. Chronique, c'est plus de 6 mois. Une perturbation de bilan hépatique au niveau des transaminases qui dépasse 6 mois. Entre les deux, on parle de cétolyse subaiguë. Au niveau de la cholestase, c'est pareil. Le délai, c'est de 6 semaines et 6 mois. Bon, là, c'est arbitraire. Mais on va voir comment, en pratique, gérer ces patients. Parce qu'on ne va pas attendre 6 mois pour dire qu'il s'agit d'une maladie chronique ou aiguë. Par contre, ce qui est important, en pratique, parfois, vous avez tous les bilans hépatiques et normaux, alors que la bilirubine est élevée. Donc il faut savoir gérer cette situation et quelles sont les étiologies de maladies hépatiques ou extra-hépatiques en rapport avec l'élévation de la bilirubine isolée. Alors, parfois, pouvait être orienté par un rapport qu'on utilise en pratique, surtout si on a un problème médicamenteux, et on veut savoir s'il s'agit d'une cytolyse ou d'une cholestase. Par contre, vous avez un problème, l'élévation de tous les paramètres. Si vous avez que les transaminases qui sont élevées, c'est une cytolyse. Par contre, si vous avez à la fois la cytolyse et l'augmentation des enzymes de cholestase, vous pouvez utiliser ce rapport pour s'orienter vers le type d'atteinte. C'est le R, le fameux R. Vous pouvez le calculer à partir des transaminases et de phosphatases alcalines, c'est le rapport. S'il est supérieur à 5, l'atteinte est hépatocytaire, c'est la cytolyse. S'il est inférieur à 2, l'atteinte est plutôt cholestatique et on est orienté vers les étiologies de la cholestase. Parfois, on a des formes mixtes. Comment? C'est anormal par rapport au seuil de laboratoire. Donc, on va attaquer maintenant les transaminases. Vous savez très bien, ces enzymes hépatiques ne sont pas spécifiques des foie. Et ça, c'est important à prendre en considération dans l'enquête étiologique. Parce que les azates peuvent être sécrétés par les muscles, le rein, le pancréas et le globule rouge. En cas de destruction des globules rouges, par exemple, vous pouvez avoir une augmentation des transaminases, surtout les azates. Les azates sont plutôt plus abondants au niveau du foie. Donc c'est plus spécifique que les azates que concernant l'atteinte hépatique cétolytique. Et ce qui est très important, c'est la demi-vie. La demi-vie est plus courte pour les azates, ça ne dépasse pas 17 heures. Donc vous avez la moitié des transaminases, des azates qui vont diminuer par la suite au bout de 17 heures. Par contre, la demi-vie des azates est plus longue. Donc il faut connaître cette information tout simplement dans l'interprétation de bilan hépatique. En cas d'amélioration, par exemple, de bilan, vous aurez plutôt une amélioration rapide des azates qui va être suivie par la suite par l'amélioration des azates. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous avez une cétolyse aiguë et que les azates baissent rapidement et que vous avez encore une augmentation des azates, forcément, dans quelques jours, aussi les azates vont s'améliorer. Ça concerne la demi-vie des deux enzymes qui sont
différentes. La grande question, quelle est la valeur seuil qu'on doit retenir en pratique, à partir du moment duquel on peut dire que le patient présente une perturbation au niveau des transaminases. Et comme vous le voyez très bien, c'est différent en fonction des pays et des ethnies. Pour les Américains, ils sont plus restrictifs. Ils disent qu'une valeur au-delà de 30 chez l'homme, c'est anormal. Au-delà de 19 chez la femme, c'est anormal. Donc la normale doit être située au-dessous de ces chiffres. Par contre, pour les Européens, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 40. En fait, la valeur normale, pour être rassuré, c'est la moitié de la valeur seuil que vous avez sur le bilan hépatique. Mais en pratique, on retient au Maroc 40. Au-delà de 40, on parle d'une perturbation de bilan hépatique. Maintenant, comment définir une hépatite aiguë? On l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment arbitraire, par rapport à la durée de la perturbation. Mais en fait, en pratique, on peut retenir la cytolyse aiguë lorsque vous avez des transaminases supérieures à 10 à 20 fois la normale. Donc les étiologies des cytolyses importantes, au-delà de 10 fois la normale, c'est plutôt, vous serez orienté vers les maladies aiguës de l'atteinte hépatique, ou rarement une réactivation d'une maladie chronique. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser le rapport ASAT sur ALAT pour s'orienter vers une étiologie spécifique de l'atteinte hépatique? Oui, on peut l'utiliser, comme vous le voyez ici. Dans certaines maladies hépatiques, vous avez plutôt une élévation des ALAT par rapport aux ALAT. Notamment, en cas de maladie alcoolique du foie, c'est plutôt les ASAT qui sont élevés par rapport aux ALAT. En cas de cirrhose sous-jacente, maladie de Wilson, comme vous savez, la maladie de Wilson, c'est une surcharge en cuivre qui peut entraîner une cirrhose et d'autres atteintes, notamment l'atteinte neurologique. L'hépatite au paracétamol, vous avez plutôt les transaminases qui sont élevées aux dépens des azates. Ou en cas d'époxie ou d'ischémie aiguë, atteinte vasculaire, c'est plutôt les azates qui seront plus élevés que les alates. Donc c'est intéressant de prendre tout ça en pratique pour s'orienter. Que faut-il faire devant une cytolyse aiguë? On a vu la définition, c'est au-delà de 10 fois normal, moins de 6 semaines généralement. Mais comment gérer ces patients? Quand est-ce qu'orienter le patient vers un centre spécialisé? Et quand est-ce le suivre en ambulatoire? Et c'est important pour le patient qu'on va le voir. Donc, première des choses, c'est l'évaluation de gravité qui se base sur la clinique et la biologie. Et puis, en même temps, chercher une cause en fonction de la gravité. Cette cause peut être cherchée progressivement en différé, en ambulatoire, comme parfois, dans les situations graves, il faut agir rapidement pour proposer un traitement, une prise en charge adéquate parce que, on va le voir, la mortalité est élevée. Après, il faut éliminer les causes extra-hépatiques. Donc, avant de se lancer dans les étiologies hépatiques d'une augmentation des transaminases, il faut d'abord éliminer les causes extra-hépatiques. Et puis, par la suite, s'orienter vers une atteinte hépatique, par ordre de fréquence. Et le plus important, il ne faut pas rater les causes curables. Parfois, on peut sauver une vie, on peut guérir les patients d'une maladie hépatique aiguë. Et bien sûr, en cas de grossesse, il faut penser aux causes spécifiques de la grossesse, notamment le HELP syndrome, la toxémie gravidique et la cholestase gravidique, qui entraînent une prise en charge totalement différente. Comment évaluer la gravité, à votre avis? Donc, je vais vous réveiller un petit peu. La clinique, comment? Est-ce que l'ictère est un facteur ou un paramètre de gravité? Non. Clinique, je parle de la clinique, on n'est pas dans la biologie. Exactement. Le premier signe de gravité, c'est l'atteinte neurologique. De moment où vous avez des troubles de conscience ou des orientations, il faut rapidement hospitaliser le patient dans un milieu de soins intensifs. Parce qu'on est probablement devant une hépatite fulminante. Quoi d'autre?
Un syndrome hémorragique, c'est un critère de gravité. Donc cliniquement, vous avez des gingivorragies, des épistaxis, des ecchymoses, c'est grave. Parce que ça oriente vers un TP bas, en fait. Un choc hypovolémique ou septique. Cliniquement, c'est très difficile de dire qu'il y a une atteinte rénale. Oui, effectivement, après, il faut attendre au moins 2 heures pour dire qu'il y a une anurie. Il y a un autre paramètre important, c'est la fièvre. Un syndrome fébrile dans l'hépatite aiguë, c'est grave. Et puis les douleurs importantes. Donc voilà les éléments cliniques qu'il faut prendre en considération. On en a parlé. Vous avez là une fièvre élevée, supérieure à 36, c'est dangereux pour le patient. Parce qu'on ne pouvait pas donner de paracétamol, antipyrétique, ni anti-inflammatoire. Il faut gérer en hospitalier. En plus, une fièvre élevée en cas d'hépatite aiguë, il y a un risque d'hépatite herpétique. Ça doit vous orienter vers une hépatite herpétique, dont la prise en charge rapide est un facteur pronostique. Donc, si vous avez une fièvre supérieure à 39,5, 40, avec une cytolyse massive importante, pensez à l'hépatite herpétique, même chez le patient immunocompétent. Et vous pouvez commencer rapidement la cyclovir en hospitalier, sans attendre le résultat de bilan sérologique. Parce que c'est médico-légal de ne pas commencer le traitement rapidement. Et puis, vous avez une consommation importante de paracétamol, tout simplement parce qu'il y a un antidote. Donc, vous pouvez gérer en hospitalier ou les comorbidités, l'acide, l'épanchement péritonéal ou la douleur importante au niveau abdominal ou de l'hypocondre droit. Une cytolyse avec une douleur importante de l'hypocondre droit, ça oriente vers une obstruction. Et généralement, c'est vasculaire, c'est la thrombose. Il faut penser à la thrombose vasculaire, que ce soit le syndrome de Budd-Chiari par thrombose des veines hépatiques ou la thrombose porte, qui nécessite une anticoagulation rapide. Les éléments cliniques, c'est simple, c'est le TP. Donc, le premier bilan paraclinique à demander devant une cytolyse aiguë, c'est le TP. On s'en fout de l'étiologie initialement. Ce qui nous intéresse, c'est le TP. Si le TP est bas, moins de 50%, il faut rapidement prendre en charge le patient dans un milieu spécialisé dans les soins intensifs parce qu'il y a un risque d'hépatite fulminante et de décès est très élevé. Bon, je rappelle les définitions. On parle d'une hépatite aiguë modérée lorsque le TP est entre 50 et 75%. Une hépatite aiguë sévère, c'est moins de 50% le TP en l'absence de signes neurologiques. Mais si vous avez un TP bas avec des signes neurologiques, c'est une hépatite fulminante. Et les fulminantes, c'est le délai entre l'ictère et l'encéphalopathie est moins de 2 semaines. Par contre, elle est subfulminante lorsque le délai entre l'ictère et l'encéphalopathie, les signes neurologiques, dépasse 2 semaines. Voilà, c'était un rappel et maintenant on va passer au sérieux des cas cliniques interactifs que j'espère tout le monde doit en participer. Vous avez un jeune, c'est la situation que vous pouvez rencontrer, de 25 ans, en très bonne santé, sans antécédents pathologiques, notamment pas d'anomalie vasculaire, pas de prise de médicamenteuse, pas de consommation d'alcool à risque, chez qui on réalise un bilan d'embauche. Il est en très bonne santé. C'est un jeune. L'énumération est normale, notamment pas de thrombopénie, mais regardez le transaminase, alors qu'il n'a aucun signe clinique. Les azates à 800, les alates 380, mais les autres sont sans particularité, notamment pas d'élévation des enzymes de cholestase, ni de la bilirubine, le TP 100%, la créatine normale, l'examen clinique strictement normal. Que faire? Et c'était de découverte fortuite. Il vient vous voir avec ce bilan. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi? Une très bonne réflexion. Parce que les autres enzymes hépatiques sont normales, donc ça va vous alerter. Donc pourquoi le patient a uniquement augmentation des enzymes? Tout le reste est normal, pas de symptômes, et surtout, c'est les azates qui sont plus élevés que les alates. C'est 20 fois la normale et les alates 10 fois la normale à peu près. Donc effectivement, vous avez parfaitement raison. Avant de se lancer
dans la panoplie de bilans étiologiques qui est parfois très exhaustif, il faut avoir le réflexe de chercher une cause évidente. Et parfois, c'est à l'interrogatoire. Laquelle? L'alcool. Oui, consommation. Mais l'alcool, vous avez une élévation des gamma GT. Paracétamol, oui, consommation importante, mais c'est extra-hépatique. Maintenant, le paracétamol, c'est vraiment hépatique. La cause extra-hépatique la plus fréquente, c'est l'origine musculaire. Et tout simplement, c'est un grand sportif. Et la veille du bilan, il avait fait 3 heures de musculation intense. Et comment faire le diagnostic? C'est les CPK. Il avait des CPK à 2000. Et bien sûr, tout va rentrer dans notre. Donc, une activité sportive intense, le marathon, pensez aux étiologies simples, évidentes, qui vont vous éviter de faire un bilan exhaustif. Non. On va en parler tout à l'heure. Comment explorer? Mais là, vous avez parfaitement, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas demandé les sérologies, tout simplement. Pourquoi? Seront demandés de principes de dépistage, parce qu'on est dans un pays d'endémie, et même si vous avez une élévation, une cause évidente, la sérologie s'impose, parce qu'une fois dans la vie, ce qui est recommandé de faire un dépistage de l'hépatite B et de l'hépatite C, chez le sujet qui a un bilan normal. Alors, pour un patient qui a un bilan perturbé, il est obligatoire de demander les sérologies, même si vous avez une étiologie évidente. C'est l'occasion de dépister l'hépatite parce qu'elle est très fréquente dans notre pays. C'est le moment de la traiter parce qu'on dispose d'un traitement. Donc, le plus important, c'est de penser à une cause extra-hépatique, que ce soit l'hémolyse. Une hémolyse, quelle qu'elle soit son étiologie, peut se traduire par une élévation des azates et des alates. Mais vous avez aussi une élévation de bilirubine non conjuguée associée ou l'origine musculaire ou cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde par exemple, peut se traduire par une élévation des azates. Donc si vous avez de l'orthoracique, élévation des azates, c'est probablement en rapport avec un infarctus du myocarde. Et bien sûr, donc, devant cette étiologie aiguë, après avoir éliminé ces causes extra-hépatiques, il ne faut pas méconnaître 2 étiologies évidentes. Vous avez l'obstruction biliaire aiguë, donc la cause n'est pas hépatique, c'est biliaire, ce qu'on appelle le syndrome cholédocien, qui peut se traduire par des coliques hépatiques intenses, et vous avez des transaminases trop élevées parfois en rapport avec la migration d'un calcul qui viendra obstruer le cholédoque, et vous aurez une cytolyse importante, parfois jusqu'à 100 fois la normale, mais qui va rapidement s'améliorer. Ou l'hypoxie hépatique. Donc, dans un contexte d'insuffisance respiratoire chronique, d'hypoxie respiratoire ou cardiovasculaire, pensez à une décompensation respiratoire ou cardiovasculaire qui se traduit par une élévation des transaminases. Donc le contexte est évocateur. Vous avez antécédent de colique hépatique ou forcément, au moment de la crise, des coliques hépatiques intenses ou angiocolite, élévation des gamma-GT, l'augmentation de transaminase, ce qui est très important, il est rapidement régressif, donc il va rapidement s'améliorer dans le temps. On fait des transaminases aujourd'hui, le patient a très mal, vous avez des azates qui sont plus élevés, jusqu'à 20-30 fois la normale, 48 heures après, parce que la demi-vie est courte, il faut rapidement baisser. C'est comme ça qu'on s'oriente vers l'origine biliaire, et l'échographie pouvait visualiser le calcul vésiculaire et parfois même le calcul de cholédoque. L'hypoxie hépatique, c'est les contextes, mais aussi vous pouvez avoir une insuffisance rénale aiguë associée et l'élévation de LDH qui est très 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 élevée. Donc voilà les cytolyses aiguës, les causes hépatiques qu'il faut retenir. Après avoir éliminé une cause extra-hépatique, c'est l'hépatite virale aiguë, par toute façon le contexte épidémiologique l'impose. Les hépatites médicamenteuses ou toxiques, les hépatites auto-immunes, après avoir éliminé ce qui est très fréquent, y penser devant l'âge, le sexe féminin ou l'hypergamma-globuline. Donc parfois, vous avez besoin de demander l'électrophorèse de protides. Si vous avez des sérologies virales négatives, pensez à l'étiologie auto-immune. C'est très simple. Vous demandez l'électrophorèse des protides, vous avez l'élévation importante des gamma-globulines dans un contexte de cytolyse, pensez à l'hépatite auto-immune. Surtout si vous avez un contexte clinique, soit familial, soit personnel,
de maladies auto-immunes, quelles qu'elles soient, thyroïdite ou syndrome de Gaucher-Rosengren. Avec cétolyse, pensez à une association de cette atteinte auto-immune. Le syndrome de Budd-Chiari, on en a parlé tout à l'heure, c'est la douleur importante en rapport avec la thrombose des veines hépatiques. Vous aurez une hépatomégalie associée. C'est l'échographie qui vous permet de faire le diagnostic. Donc l'échographie vous aide beaucoup dans l'interprétation ou la prise en charge d'une perturbation de bilan hépatique. Vous pouvez voir le foie, voir s'il y a une dilatation biliaire, c'est la voie biliaire. S'il y a un problème vasculaire, c'est l'origine vasculaire. Si vous avez des masses hépatiques, c'est l'origine de l'atteinte tumorale parfois qui en est responsable. Le Wilson, ou la maladie de Wilson aiguë, il faut y penser devant la jeune, la présence de signes neurologiques, notamment un syndrome extra-pyramidal, l'anémie hémolytique, donc cétolyse, avec des signes neurologiques, pensez à la maladie de Wilson. Parfois, un interrogatoire peut vous orienter. Si vous avez dans la famille des cas similaires, par exemple de signes neurologiques qui ont été considérés comme des handicapés, en fait ce n'est pas des handicapés. Ils ont un syndrome extra-pyramidal en rapport avec une atteinte wilsonienne cérébrale. Ou une hémolyse, une anémie hémolytique avec une cétolyse, surtout avec un test de Compte négatif, pensez à la maladie de Wilson. Alors, voilà la démarche diagnostique, l'algorithme qu'il faut retenir. Devant cétolyse aiguë, par définition supérieure à 10 fois la normale, éliminez d'abord une cause extra-hépatique évidente, soit l'hémolyse, en demandant la numération formule sanguine, voire les globules rouges et l'hémoglobine. L'origine musculaire, c'est l'EPK, qui doit faire partie de bilan, en fait. Lorsque vous cherchez l'étiologie d'une cétolyse, il faut demander les CPK pour voir s'ils sont élevés ou pas. Évaluer en premier la gravité, cliniquement et biologiquement, comme on l'a vu tout à l'heure. Éliminer une cause évidente par l'échographie, une cause biliaire ou vasculaire, et avant de se lancer dans le bilan étiologique le plus fréquent, notamment une atteinte virale. Comment? Je pense que vous avez vu un cours hier sur les sérologies virales. Vous savez très bien maintenant comment interpréter une sérologie pour l'hépatite A, qui est la plus fréquente en fait. C'est les anticorps antivirus de l'hépatite A et IgM. C'est facile. Et il faut savoir que l'épidémiologie a totalement changé. Parce que auparavant, comme vous le savez très bien, avant les années 95, tout le monde avait fait une hépatite A dans l'enfance, notamment notre génération. Mais à partir des années 2000, je pense que l'épidémiologie a totalement changé. Maintenant, c'est les adultes qui font l'hépatite A, vu l'amélioration des conditions d'hygiène et le niveau de vie. Et quand vous le savez très bien, l'hépatite A est banale dans l'enfance, il guérit spontanément, mais il est grave chez l'adulte et à l'âge chez l'adolescent. L'hépatite E, on l'oublie souvent. Parfois, on oublie de demander et on considère que le bilan virologique est négatif alors qu'on n'a pas demandé l'hépatite E, qui est aussi fréquente que l'hépatite A. C'est la même transmission, c'est les mêmes symptômes. L'hépatite E, c'est les GGM, c'est très simple, antivirus de l'hépatite E. Et chez l'immunodéprimé, parce que les anticorps sont souvent négatifs, il faut demander l'ARN de virus de l'hépatite E, notamment les patients affectés par le VIH ou sous immunosuppresseurs. Pour l'hépatite B, il faut demander à la fois l'antigène HBs, l'anticorps anti-HBC type IgM. Pour l'hépatite C, comme vous savez, il y a une fenêtre sérologique entre la contamination et l'apparition de symptômes. Donc, et les anticorps n'apparaissent qu'après 3 mois de début de symptômes parfois. Donc, il faut demander l'ARN de virus de l'hépatite C si vous pensez à une hépatite C aiguë. Elle est rare, l'hépatite C aiguë. On a souvent des formes chroniques, alors que la phase aiguë passe souvent inaperçue en cas d'hépatite C, et elle donne rarement une hépatite C des formes symptomatiques. Pour le delta, il faut y penser, mais il ne faut pas le demander, sauf si vous avez l'antigène HBs positif. Parfois, on voit des ordonnances avec des anticorps antivirus de l'hépatite delta, alors que le patient n'est pas infecté par le B. Et comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire une infection par le delta si vous n'avez pas l'antigène HBs positif. C'est un virus défectif qui a besoin de l'hépatite B pour se multiplier.
Bien sûr, il faut penser à d'autres étiologies en fonction de contexte clinique. Les virus non alphabétiques, surtout chez les patients immunodéprimés, la prise de toxiques, notamment le paracétamol et la manite phalloïde, c'est la consommation des champignons. En fait, c'est l'interrogatoire. Parfois, on l'oublie. Les personnes qui ont consommé des champignons sauvages peuvent faire une hépatite aiguë, parfois grave. Et ça commence par des symptômes digestifs au départ. Ils consomment, après consommation, la toxine infecte le tube digestif, elle fait des signes digestifs, douleur abdominale, diarrhée, vomissement incoercible, et puis 24 heures après, vous avez une cytolyse massive, et le patient va mourir par une hépatite fulminante. Donc il faut y penser devant. Parfois, c'est une cause de transplantation hépatique, parfois, c'est les méconnus. Devant des patients immunocompétents. Si vous avez un contexte évocateur, c'est-à-dire des lésions cutanées associées au génital, une cytolyse massive qui dépasse 100 fois la normale et généralement il n'y a pas d'élévation de la bilirubine, mais le plus important c'est la fièvre. C'est un patient qui a une fièvre à 39, 39,5, 40. Et si vous avez une leucopénie associée, une thrombopénie, il faut rapidement commencer. On demande le bilan, on demande les sérologies, la PCR, mais on commence rapidement la cyclovir. Les autres, c'est le dosage de c'est 5 à 10 mg par kilo par 8 heures. On intervient. Les autres causes qui sont rares, c'est essentiellement l'immunodéprimé, c'est l'hépatite SMV ou AEBV. Vous avez un syndrome mononucléosique associé. Les causes bactériennes et parasitaires, c'est rare, c'est la leptospirose, c'est en fonction de contexte qui peuvent entraîner une hépatite aiguë d'origine bactérienne ou la rickettsiose, rarement le paludisme dans notre pays. Alors, là, on a fini avec l'hépatite, pas encore. Il y a un autre cas clinique d'hépatite aiguë. C'est une jeune, c'est un cas réel de 22 ans, célibataire, comportement sexuel à risque, prise médicamenteuse, donc elle a tous les ingrédients pour faire une hépatite. L'histoire de la maladie remonte à 10 jours pour l'installation d'un ictère d'allure cholestatique, des douleurs minimes, c'est pas intense, de l'hypocondroit qui sont habituelles dans les hépatites, une gêne de l'hypocondroit. Il a des signes neurologiques, il est somnolent, il a un flapping. Donc il a des signes neurologiques. À l'examen clinique, déjà, c'est l'ictère avec flapping, on pensera à l'hépatite grave. Et vous avez rapidement pensé à l'hépatite, vous avez demandé un bilan, vous avez des transaminases à 60 fois la normale pour les GOT, je vois très mal, 100 fois la normale pour les... Voilà, 100 fois la normale pour les GPT, et augmentation de la bilirubine, mais regardez le TP. TP à 9%. Vous avez rapidement fait une échographie hépatique qui est normale. Donc, c'est une fulminante. Pourquoi? Vous avez des cytolyses importantes, vous avez des signes neurologiques, et le délai est moins de 15 jours entre les signes neurologiques et l'apparition de l'ictère, c'est une hépatite fulminante, donc c'est grave. Il faut rapidement l'envoyer vers l'hospitaliser dans un centre de soins intensifs et de réanimation parce que, en fait, le risque est très élevé de décès. Et à votre avis, le diagnostic le plus probable, est-ce que c'est une hépatite aiguë virale ou médicamenteuse parce qu'il est sous cycline? L'échographie normale, tout à fait normale. On va arrêter bien sûr les médicaments parce que c'est le premier geste à faire, mais vu le contexte, les histologies virales ne peuvent être éliminées parce qu'il y a des rapports sexuels à risque. Quel bilan allez-vous demander? En fait, exactement, vous avez parfaitement raison, parce que ça n'attend pas.
Si vous avez une hépatite fulminante, il faut rapidement demander tout le bilan. Il faut ouvrir le livre de l'hépatite et demander le chapitre de l'hépatite plutôt et demander tout. Bien sûr, en pensant aux étiologies les plus fréquentes, au Maroc, ça doit être les hépatites virales et l'origine médicamenteuse, alors qu'en Occident et aux États-Unis, c'est essentiellement l'intoxication en paracétamol. Ils ont beaucoup de tentatives de suicide au paracétamol. Nous, on ne le voit pas souvent. On a beaucoup d'ingestion de exactement d'autobol. Donc, la mortalité est de 95%. C'est pour cette raison qu'il faut tout demander, tout le bilan possible qui peut sauver la patiente, que ce soit virologique, immunologique, les virus non alphabétiques et bien sûr l'évaluation de retentissement, position de méatis, parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie, il y a un risque d'hypertension intracrânienne, position de méassise, perfusion de G10, en attendant le transfert. Tout simplement parce qu'il ne faut pas rater les hépatites curables. On peut changer le pronostic de cette maladie. Pour l'intoxication au paracétamol, surtout si la patiente a consommé auparavant de paracétamol, même à dose thérapeutique, comme vous savez très bien, le patient viendra vous voir pour un syndrome pseudo-grippal. Et vous avez le réflexe de lui donner de Doliprane, alors que lui, il a une hépatite. Et vous donnez le paracétamol 3 grammes, alors qu'en fait, pour 100 fois, c'est trop élevé. Pour cette raison, qu'on dit, en cas de consommation dans les jours précédents de paracétamol, il faut commencer l'antidote. Ce n'est pas une hépatite de paracétamol, mais le paracétamol a aggravé encore l'hépatite préexistante. Donc le N-acétylcystéine, malheureusement, on n'a pas la forme perfusion, mais on a la forme orale. Sachez, c'est l'exomuc, sachez, dosé à 200 mg. Pour l'hépatite virale, il faut rapidement commencer les antiviraux. Pour l'hépatite auto-immune, c'est les corticoïdes, ça sauve des vies. Si vous faites le diagnostic, l'hépatite hépatique, il ne faut surtout pas hésiter. Dans l'hépatite herpétique, ce que l'enseigne aux résidents maintenant, on leur dit qu'il ne faut pas hésiter. Vous avez l'hépatite cytolyse importante, fièvre, lancez le bilan, commencez la cyclovir. Et puis on redresse par la suite. La grossesse, c'est l'expulsion fœtale, bien sûr, qui va sauver la patiente. Pour la manite phalloïde, il y a la consommation de champignons sauvages, ce qui est recommandé, c'est de perfuser la PNG associée à la N-acétylcystéine. La suite de notre patiente, on avait tout demandé, elle était en soins intensifs, c'était TFS, et là l'antigène HBS positif, et là les anticorps anti-HBC IgM positifs, la charge virale à 4 log, tous les autres virus sont négatifs. Donc c'est une hépatite B. Que faire? Donc, hospitalisation, traitement symptomatique ou démarrer le traitement antiviral. Il faut démarrer le traitement antiviral, c'est très urgent. Voilà ce qui est recommandé par les sociétés savantes devant l'hépatite aiguë grave. Il faut rapidement hospitaliser le patient, lancer le bilan étiologique, évaluer la gravité, traiter, et surtout, comme vous le voyez ici, le traitement étiologique, surtout la cyclovir, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment. Et bien sûr, le N-acétylcystéine de systématique. Le N-acétylcystéine est systématique, quelle que soit l'étiologie. En cas d'hépatite grave, on donne systématiquement la N-acétylcystéine. Mais s'il ne s'agit pas d'une intoxication au paracétamol. Ça améliore la fonction hépatique, ça réduit l'hypertension intracalorique et l'hypertension intracrânienne. La dose, c'est 140 mg par kilo par voie orale, comme dose de charge, et puis 70 mg par kilo toutes les 4 heures, par voie orale, par sonde gastrique si le patient est ennobulé. Pour le traitement de l'hépatite B, il est recommandé en cas d'hépatite fulminante ou en cas d'hépatite aiguë sévère sans signe neurologique, mais prolongée au-delà de 4 semaines. Alors, ce qu'on avait fait à l'époque, c'était en 2013, je pense, cette patiente, ce cas clinique, on avait commencé la lamivudine, 100 mg par jour, par sonde gastrique, parce qu'il avait des troubles de conscience. La patiente avait bien évolué, elle a même éliminé l'angine HBS, elle est guérie, elle a fait la séroconversion HBS par la suite. Voilà, c'était le cas clinique de l'hépatite B. Si vous avez des questions concernant l'hépatite B, tout à l'heure, vous voulez poser l'hépatite B. C'est bon. Personnellement,
on n'a jamais vu une vraie hépatite herpétique, en dehors des cas immunodéprimés. On a un cas, maintenant, il est hospitalisé à l'hôpital de Meknès, qu'on suit en parallèle avec notre collègue. Il avait des signes évoquant l'hépatite herpétique, parce qu'il est jeune, tout était négatif, et les IgM étaient positifs, il était fébrile. On avait commencé la cyclovir, il a très bien évolué jusqu'à présent. Donc, alors qu'il n'était pas immunodéprimé, né sous immunosuppresseur. Donc, le cas clinique,